Rebonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, petite vidéo, pas des plus agréables, mais sur les complications dont il faut être prêt, informé avant. C'est comme ça que tous ensemble, on arrive à les prendre en charge dans le meilleur des délais, dans la meilleure des prises en charge, avec une tolérance également optimisée. Comme toute chirurgie, il y a les risques classiques qui sont l'hématome, l'infection. Ça reste pour ces deux principales complications assez rares au niveau de la phallo-antébrachiale. Il est assez rare d'avoir des hématomes au niveau de l'avant-bras, c'est très cloisonné, on fait une hémostase bien correcte avec un pansement bien modelant qui est aussi un but compressif. Au niveau périnéal, il existe des hématomes bien entendu, au niveau des décollements, au niveau également de la vaginectomie, ça reste rare. Quand malheureusement il y a hématome, notamment au niveau de la vaginectomie, ça peut nécessiter une prise en charge et un retour au bloc opératoire pour aller coaguler un petit vaisseau qui s'est mis à saigner. Quand l'hématome au niveau des zones de décollement qu'on a vu au niveau du pli inguinal, de la racine de cuisse, s'il y a hématome, ça va nécessiter une prise en charge en urgence puisque l'hématome peut comprimer la vascularisation et l'artère et la veine. Ça pourra mettre en péril malheureusement la vascularisation de notre phallo, donc il ne faudra pas hésiter à les reprendre en urgence, coaguler le vaisseau qui a pu se mettre à saigner et ça fait partie donc de la surveillance que l'on a vue lors des premiers jours post-opératoires. Quant au risque d'infection, il existe, il est plutôt rare au niveau périnéal et en général, de manière systématique au bloc opératoire et en post-opératoire, on va mettre une antibiothérapie pour prévenir et limiter ce risque d'infection. Le risque d'infection n'est pas nul, il peut arriver que ça soit une infection des tissus mous et ou urinaires. On mettra en place un traitement antibiotique adapté et de manière rarissime, on aura nécessité d'un retour au bloc opératoire pour un abcès ou pour une infection plus profonde. Donc ça, c'est pour le risque opératoire un peu aigu. Et on l'a évoqué, le deuxième catégorie de risque, c'est ce qu'on a vu, c'est le risque malheureusement de thrombose, donc c'est-à-dire de caillots qui se forment au niveau de l'artère et ou de la veine. Et c'est là-dessus que malheureusement, on a ce risque d'échec de cette phalloplastie antébrachiale. On a cette surveillance qu'on a expliquée lors du premier temps opératoire, médical, paramédical, avec cette surveillance de ce greffon qui prend bien. Au moindre double, comme je vous l'ai dit, c'est retour au bloc opératoire pour voir ce qu'il se passe. Est-ce qu'il y a l'artère qui commence à se boucher? Est-ce qu'il s'agit d'un problème de veine? Si tel est le cas, on va refaire sous microscope donc les anastomoses. Dans majorité des cas, on arrive à rebrancher, à faire que ce caillot soit retiré et rebrancher ces vaisseaux. Et malheureusement, pour des raisons que l'on ne maîtrise pas, cette artère ou cette veine peuvent à nouveau se boucher. Et dans ce cas-là, on est face à un échec de cette technique qui va nécessiter de déposer le lambeau puisque ce greffon n'aura pas pris. Lorsqu'on voit un petit peu plus loin en termes de délai post-opératoire, de délai de cicatrisation, les risques après sont plutôt sur des retards de cicatrisation et notamment au niveau du prélèvement d'avant-bras. On l'a dit, en moyenne, c'est 1 mois pour que cette greffe soit bien intégrée, prenne bien, qu'elle ait une certaine solidité permettant de se passer des pansements, permettant alors à ce moment-là de mettre en place les vêtements de contention et la rééducation de débuter. Malheureusement, cette greffe de peau, cette greffe de derme artificielle qu'on a vue, elle peut prendre, pas complètement, à des endroits ou à une superficie un peu plus importante et ce qui va être source de soins quotidiens ou en tout cas tous les 2 jours prolongés dans le temps. Lorsque cette greffe de peau prend moins bien, de manière exceptionnelle, on peut être amené à reprendre le patient au bloc pour aller refaire une greffe de peau sur l'endroit qui n'aurait pas pris. Ça reste de l'exception. Par contre, lorsque le processus cicatriciel se passe et est plus ou moins long, de manière normale, il peut y avoir donc, comme je vous l'ai dit, des rétractions, cette greffe qui va être un peu dure. Au début, c'est normal. À 3 mois, on a des greffes qui sont très rouges, très inflammatoires, qui peuvent être source de perte un peu de mobilité de la main et de l'avant-bras. C'est tout le sens de la rééducation qu'on va demander aux patients, aussi bien de l'auto-rééducation que de la rééducation faite par kiné, pour retrouver de la souplesse. Il est normal à 3 mois d'avoir ce type de phénomène inflammatoire cicatriciel de rétraction. Et quand c'est trop appuyé, ça peut nécessiter quelques mois après ou dans la première année post-opératoire d'avoir des gestes de remodelage de cet avant-bras, soit sur des zones de tension, ce qu'on appelle des brides rétractiles. Ça peut nécessiter des greffes complémentaires, des plasties locales. Et sinon, si on a vraiment des plages très adhérentes, on peut essayer de s'aider avec des réinjections de graisse sous la greffe de peau.
on purifie cette greffe et on l'injecte dessous parce que la graisse va apporter des facteurs de croissance et un certain matelassage entre la peau et la couche musculaire pour essayer d'apporter un certain plan de souplesse et de glissement qui va améliorer ces rétractions. Quand il y a rétraction, c'est long, ça peut nécessiter plusieurs temps de réinjection de graisse et de gestes de reconstruction associés. Et le temps, heureusement, est plutôt un ami des patients puisque plus on va voir les patients avec de la rééducation appuyée, intensive, plus les choses vont s'assouplir et plus la greffe de peau va s'intégrer à cet avant-bras. Donc voilà à peu près les complications à moyen, court et long terme au niveau de ce prélèvement d'avant-bras. Au niveau génital, on a parlé des complications de perte du lambeau et des complications au niveau des désunions qui rentrent de manière générale facilement en ordre au niveau du périnée. Je laisse la parole à Nicolas pour ce qui est gestion des complications urinaires après ce premier temps opératoire. Alors sur le plan urinaire, globalement on a surtout deux types de complications qu'on a évoquées très légèrement dans d'autres sessions, mais en gros on peut dire qu'il y a les sténoses. Les sténoses c'est un rétrécissement et les fistules. Les fistules c'est le fait que le canal urinaire est en communication avec la peau à l'extérieur. Les sténoses, ce rétrécissement, ça se traite essentiellement par un élargissement du canal ou par une ablation de la partie trop resserrée et un rebranchement du canal, la partie bien large au-dessus et en dessous de la sténose. Donc soit on fait ce qu'on appelle une résection anastomose, on enlève la partie sténosée et on rebranche, soit on a un canal un peu resserré qu'on va ouvrir et on va élargir avec une greffe de tissu qui pourrait être à nouveau de la peau prise ailleurs ou de la muqueuse buccale, de la muqueuse qu'on prend dans la bouche pour pouvoir élargir ce canal. Donc ça, c'est la complication urinaire, on va dire, la plus embêtante qui est la sténose. La fistule, elle, c'est parfois plus de la gestion au départ, plus de pansement, c'est-à-dire quand la fistule apparaît en post-opératoire et qu'il y a ces fuites, on va simplement bien rincer, bien nettoyer localement. Et puis, quand les choses sont bien organisées, que 2-3 mois se sont passés, s'il y a besoin que la fistule est encore persistante, on pourra à ce moment-là la fermer. Et puis, de temps en temps, elles vont se fermer toutes seules. Simplement, le fait d'avoir laissé le temps aux cicatrices et aux tissus de bien cicatriser, ça va supprimer la fistule et le petit trajet qui persistait. Donc ça, c'est la principale complication urinaire au niveau du bas. Et au niveau de la phalloplastie, ça arrive de temps en temps qu'on puisse aussi avoir des complications de type rétraction avec la verge qui va se plier un petit peu vers le bas parce que la cicatrice dessous est un petit peu trop tendue. Donc ça nous arrive de temps en temps de faire des ablations de cette cicatrice si elle est vraiment trop rétractile ou des incisions et des plasties qu'on appelle plastie en Z ou autre pour pouvoir petit à petit redresser la phalloplastie qui a pu prendre une mauvaise courbure à cause de cette cicatrisation. Donc ça, ce sont, on va dire, les principales complications au niveau périnéal, en plus de celles que vous a décrit Fabien. Peut-être le dernier type de complication qu'on peut voir au niveau de toutes ces zones opératoires, c'est celle sur la zone de prélèvement de peau, avec parfois des zones qui ont un peu du mal à cicatriser sur la cuisse, avec des bourgeons, des tissus qui cicatrisent trop, un peu ce qu'on appelle parfois des cicatrices kéloïdes, c'est-à-dire des cicatrices hypertrophiques. Et à ce moment-là, on fera des traitements, soit à base de pommade, soit à base de compression de cette cicatrice pour que la cuisse reprennent un aspect le plus joli possible. Mais on sait que de temps en temps, on aura des mauvais résultats sur le plan esthétique localement avec des zones de greffe de peau qui sont bien visibles, qui sont hyper pigmentées, donc parfois trop foncées ou parfois hypopigmentées, ça va dépendre un peu des gens. Et c'est aussi pour ça qu'on conseille toujours aux patients de ne pas exposer sa cicatrice au soleil pendant la première année pour éviter ces hyperpigmentations et ces mauvaises évolutions à long terme. Voilà pour les principales complications, je dirais, de la première étape. On peut peut-être passer aux complications de la deuxième étape. Donc lors de la deuxième étape, on l'a vu, on a fait la glanuloplastie. Donc il y a très peu de complications sur la glanuloplastie. C'est essentiellement des mauvaises cicatrisations locales avec parfois la greffe qui ne va pas prendre sur un endroit, mais ça sera du traitement local de pansement en général. Ou parfois le bourrelet qu'on a créé qui va se réouvrir malheureusement et cet aspect de sillon, de rétrécissement qu'il y a au niveau du gland va disparaître malheureusement. Donc ça, ce sont des choses que l'on peut éventuellement réopérer plus tard. Mais il n'y a pas vraiment de geste lors de la cicatrisation qu'on peut faire à ce moment-là. Sur la cicatrice de scrotoplastie, c'est-à-dire sur la cicatrice qu'on a créé le scrotum, les principales complications à ce niveau-là, ce sont des réouvertures parce qu'on a deux lambeaux qu'on va faire pivoter. On a un endroit, on va avoir les deux lambeaux qui se rejoignent et puis une cicatrice au milieu. Et à ces zones de Y, en quelque sorte, où il y a trois cicatrices, là, ce sont des zones qui sont parfois potentiellement plus difficiles à cicatriser. Et donc, on va avoir une petite réouverture, mais ça se traite
sera localement tout simplement par des pansements. Ça, c'est les complications plus chroniques. Et si on devait parler des complications aiguës, c'est essentiellement des hématomes dont a parlé Fabien tout à l'heure. C'est un peu dans toutes les opérations, il y aura ce risque de complications, d'hématomes et parfois de petites infections locales qui seront traitées par antibiotiques, soins locaux en général. Donc voilà pour les complications urinaires de la deuxième étape. Ça correspond au même que celles qu'on a vues lors de la première étape, c'est-à-dire des resserrements du canal qui a été rebranché ou des fistules qui seront traitées de la même façon que ce qu'on vient de décrire, c'est-à-dire si c'est une sténose, une résection anastomose ou un élargissement par greffe, soit si c'est une fistule, un traitement de la fistule secondairement 3-4 mois après. Donc voilà pour ce qui est des complications de la deuxième étape. Et après, il reste les complications de la troisième étape. Donc quand on a mis la prothèse, on a les complications aiguës qui seront plutôt des complications de type infection. Et là, on va être très vigilant. On va dire à la personne surtout d'être très vigilante parce qu'on sait que si on prend très tôt une infection, dans presque un cas sur deux, on peut arriver à corriger cette infection par des antibiotiques. Malheureusement, si on arrive un tout petit peu trop tard, ça nécessitera une chirurgie et on sera obligé d'enlever la prothèse complètement, de laver beaucoup, de drainer, de laisser cicatriser et d'attendre 1 an pour reposer une prothèse parce qu'on ne peut pas reposer une prothèse tout de suite dans un climat local où il y a eu une infection. Il faut laisser le corps complètement cicatriser pour pouvoir remettre une prothèse plus tard. C'est la principale complication à court terme en aigu. La complication à long terme, c'est malheureusement aussi une complication extrêmement fréquente, je dirais même qu'elle est systématique, c'est-à-dire la panne de la prothèse. Ces prothèses sont malheureusement pas du tout garanties à vie et en gros, on va avoir selon le type de prothèse des moyennes de vie qui sont de 3 à 7 ans selon le type de prothèse. Donc ce n'est pas des grandes durées de vie, ça veut dire qu'il va falloir dans la moitié des cas changer la prothèse au bout de 3, 4, 5, 6, 7 ans parfois. Et globalement des durées de vie pas très longues pour ces prothèses qui en fait sont des prothèses qui très souvent ont été construites pour des hommes cis et qui du coup dans une phallo vont pas être tout à fait à l'aise et vont souffrir et on va avoir plus de complications. Donc cette complication mécanique, on a fait tout pour les éviter. Certains choisissent du coup les prothèses semi-rigides, mais malheureusement, même les prothèses semi-rigides ont des complications. À moyen ou long terme, on peut avoir la prothèse semi-rigide qui casse carrément, avec l'âme métallique qui est à l'intérieur qui va casser, donc la prothèse qui devient en 2 parties, qui n'est plus utilisable, qui peut faire mal et qui nécessite d'être remplacée. Parfois, la prothèse semi-rigide, comme elle est assez dure, elle peut se désinsérer à la base et elle devient hyper mobile et il faut aussi réopérer pour la refixer. Et puis parfois, comme elle est toujours un peu en érection et qu'elle appuie sur l'extrémité de la phalloplastie, il peut y avoir une érosion, c'est-à-dire qu'elle peut finir par, à force d'appuyer sur la peau, ressortir à l'extrémité de la phalloplastie et nécessiter une ablation. Donc on voit que malheureusement, les prothèses sont des matériaux assez sophistiqués, mais qui malheureusement se compliquent quand même et de façon systématique à plus ou moins long terme, ce qui veut dire qu'il faut avoir cette notion qu'une prothèse n'est pas à vie et qu'il faudra la changer. Certains peuvent avoir énormément de chance et avoir une durée de vie de 10-15 ans, ce qui arrive de temps en temps. Mais malheureusement, la moyenne, c'est plutôt 5 à 7 ans de durée de vie d'une prothèse. Voilà pour cette série d'émissions sur la phallo-antébracale, en espérant qu'elle vous aura informé et aidé si vous êtes candidat à cette chirurgie.